Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À partir de maintenant, j'ai décidé que 50% des vidéos de la chaîne seraient basées sur des sujets que vous m'avez proposés, puisque vous avez été quand même nombreux à répondre et je vous en remercie. Du coup, je me suis dit que puisque vous aviez été assez gentil pour vous investir, eh bien la moindre des choses était que je réponde à ça en utilisant justement vos propositions. Aujourd'hui est le premier épisode tiré d'une de vos propositions. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la bataille de Bouvines. Nous sommes donc au XIIIe siècle, et à ce moment-là, Jean sans Terre, qui règne sur l'Angleterre, mais aussi sur une bonne partie de la France, sur la côte ouest, va monter une coalition contre le roi de France, Philippe Auguste. Pour ceux qui sont plus doués en cinéma qu'en histoire, Jean sans Terre, c'est le prince Jean de Robin des Bois. Il faut bien savoir qu'à cette époque, le pouvoir royal est loin de ce dont on a l'habitude en France. Effectivement, le domaine royal ne s'étend qu'à peu près au bassin parisien. Le reste de la France, ce sont surtout des principautés, mais qui sont quasi indépendantes. Et il se trouve que toute la côte ouest est détenue par Jean sans Terre, roi d'Angleterre. Du coup, Philippe Auguste, qui a été couronné en 1179, va être un roi à ce titre très important. Il va, par la guerre et par d'habiles arrangements diplomatiques, agrandir considérablement le territoire dirigé par le roi et donc du coup commencer à unifier la France qu'on connaîtra plus tard. En 1191 par exemple, il va par un jeu d'alliance matrimoniale réussir à augmenter de 70% la taille du domaine royal. En 1202, il va trouver une petite ruse pour essayer de confisquer ses terres au roi d'Angleterre. Ça va pas très bien se passer puisque en 1204, il va être obligé de reprendre la Normandie par la force. Mais en 1205, au final, ne reste de la côte ouest de la France que l'Aquitaine sous le joug de Jean sans Terre. Donc, il a quand même pas mal fait le boulot. Comme on l'imagine aisément, ça plaît assez moyennement à Jean sans Terre, qui du coup en 1213 monte une coalition mais un peu hétéroclite. On va y retrouver l'empereur Othon IV, le comte de Boulogne, le comte de Flandre, le duc de Lorraine, le comte de Salisbury, le comte de Hollande et le duc de Brabant. En revanche, dans le camp du roi de France, nous trouvons son fils, Robert de Dreux, le comte de Saint-Paul et le comte de Ponthieu. Alors, bien sûr, il y a d'autres personnalités de second ordre, j'ai envie de dire, qui sont dans les deux coalitions. Là, je ne vous cite que les principaux. Le plan de cette coalition est assez simple. Vous avez Jean sans Terre qui débarque à La Rochelle et remonte par le sud. Vous avez Othon IV qui, lui, va passer par le nord de la France pour descendre sur Paris. Et ainsi, on va créer deux fronts de combat pour diviser les troupes de Philippe Auguste. Sauf que, en 1214, Jean sans Terre se retrouve face au fils de Philippe Auguste, Robert de Dreux, dans une ville qui s'appelle La Roche-aux-Moines, et lors de cette bataille, il va être repoussé. Du coup, fini le mouvement de tenaille, et fini l'avantage des deux fronts. Philippe Auguste peut maintenant se concentrer uniquement sur la partie de la coalition qui est dirigée par Othon IV et remontée dans le nord de la France. Philippe Auguste étant quand même en infériorité numérique, il décide de trouver un endroit plus propice à la bataille, qui permettra à ses troupes de limiter l'avantage des adversaires. Du coup, il décide de se diriger vers Lille. Othon, en fin stratège, décide de ne pas réfléchir, de foncer après les Français, et les ordres étaient, dès qu'on les retrouve, on les attaque. Voilà, pas de technique, rien.
Othon y fonce tout droit. Fin juillet 1214, les troupes d'Othon rattrapent finalement l'arrière-garde française. C'est d'ailleurs un peu étrange, parce qu'elle était censée être en retrait précipité, et elle est rattrapée un peu vite, l'arrière-garde française. Donc, normalement, comme elle a été rattrapée un dimanche, et je rappelle qu'à cette époque, l'Église catholique est si puissante qu'on ne se bat même pas le dimanche, le jour du Seigneur, bien normalement, il n'aurait rien dû se passer. Et d'ailleurs, les alliés de Othon IV sont pas du tout chauds pour engager les hostilités un dimanche. Mais Othon est un garçon pragmatique qui a déjà été excommunié par l'Église, donc il s'en fiche intégralement et il va lancer l'attaque sur les troupes françaises. Faisant ainsi de Philippe Auguste le porte-étendard de toute la chrétienté dans une bataille contre des soldats hérétiques. C'est déjà un mouvement pas très intelligent de sa part, mais ce n'est pas le dernier. Philippe Auguste était bien meilleur stratège qu'Othon, et du coup, il a attiré les forces de cette coalition dans un endroit qui supprime leur avantage numérique, comme l'avaient fait les Grecs aux Thermopyles. Il a attiré les troupes coalisées dans un endroit qui est limité d'un côté par une forêt et de l'autre par les marécages, donc aucune chance d'encerclement. Derrière les troupes françaises, il y a en plus une rivière qu'on appelle la Marque, qui n'est traversable que par le pont de Bouvines que l'armée française défend. Donc, définitivement, les troupes françaises sont à cet endroit inencerclables. Et ça, c'est un geste très malin. Je ne pense pas que Philippe Auguste avait lu l'art de la guerre de Sun Tzu, mais c'est effectivement une préconisation qui se trouve dans cet ouvrage militaire, où on dit que, en mettant par exemple un cours d'eau ou une falaise derrière son armée, eh bien on leur retire tout espoir de sauver, et ainsi on est sûr qu'ils se battent à 100% de leur capacité. Nous voici donc sur le champ de bataille, les deux armées sont là, et le front ne s'étire que sur 1500 mètres, ce qui n'est pas très grand, et ce qui, on l'a dit tout à l'heure, annule une grande partie de l'avantage numérique des coalisés gérés par Othon IV. Pour évaluer les forces, c'est quand même compliqué. Les chiffres de l'époque sont assez flous, et on peut le dire assez farfelus. On peut penser que l'armée de Philippe Auguste, si on considère la piétaille et les chevaliers, devait tourner entre 6005 et 8000 personnes, à peu près. En faisant des recherches, c'est la moyenne que j'ai pu faire de tous les chiffres que j'ai trouvés. Quant à leurs adversaires, qui étaient déclarés être 3 fois plus nombreux par les historiens français, quand on a une victoire, autant dire qu'ils étaient beaucoup en face, c'est d'autant plus glorieux. C'est un fait qu'ils étaient plus nombreux, mais d'après ce que j'ai pu voir, ils n'étaient pas du tout 3 fois plus nombreux, pardon. Il faudra compter entre, à mon avis, 14 et 18 000, je sais que c'est un peu vague, mais il devait être entre 14 et 18 000 au total. Eudes de Bourgogne, qui tient l'aile droite de l'armée française, décide, sans consulter le roi, d'aller attaquer les chevaliers flamands qui lui font face. Les Flamands se contentent d'arrêter la charge, pas très motivés de combattre des unités pas très prestigieuses. En revanche, Othon, lui, voit une occasion pour lancer toute son armée perso sur celle de Philippe Auguste. Les troupes de l'empereur prennent d'ailleurs une formation faite pour percer rapidement les défenses. Ils visent clairement le roi de France, ils veulent tuer Philippe Auguste le plus vite possible. Mais quand on a une armée hétéroclite, cette tactique pose un problème, car elle nécessite que votre aile gauche se scinde en deux et que la moitié vous couvre. Manœuvre pas si simple à créer sans faire un trou dans votre ligne de front. Et c'est ce qui se passe. Un trou se forme dans l'aile gauche et les Français en profitent. Résultat, le comte Ferrand, qui dirigeait l'aile gauche de la coalition, est capturé. Ce qui handicape clairement les assaillants. Quand on n'a plus d'aile gauche, c'est quand même beaucoup moins pratique pour mener une attaque. Mais les troupes de l'empereur, elles, au centre, réussissent plutôt pas mal la percée.
Et le roi de France va même être désarçonné. Pierre Tristan, son chambellan, va devoir faire rempart de son corps et sera tué en protégeant le roi de France. Galan de Montigny saisira l'oriflamme royale et appellera au secours. Seule l'arrivée des chevaliers français permettra au roi de survivre de justesse à cette attaque. Ils vont d'ailleurs, dans la foulée, repousser l'infanterie allemande et par la même occasion briser cette fameuse formation. Et là, en fait, la bataille est perdue. Les troupes d'Othon reculent en désordre, certaines ont même commencé à s'enfuir, et les réservistes saxons qui étaient à l'arrière, qui voient le gros de l'armée s'enfuir, pas besoin de vous dire qu'ils ne restent pas pour demander ce qui se passe. Ils partent aussi vite qu'ils étaient arrivés. Dans la débandade, Othon aussi est désarçonné, et Guillaume des Barres, chevalier du roi, est proche d'en finir avec lui, mais ça ne marche pas, comme quoi c'est pas le jour pour les régicides, et il arrivera à s'enfuir en abandonnant tous ses alliés qui seront bien sûr vaincus au final. Le fils du roi, Robert de Dreux, qui tient l'aile gauche de l'armée française, est en mauvaise posture. Il est face aux hommes de Salisbury et de Dammartin et doit défendre le pont de Bouvines dans des conditions assez difficiles. Son frère a la charge directe de la garde du pont, mais voyant Robert en mauvaise posture, il désobéit au roi et lance ses 400 sergents en renfort. Heureusement pour lui, cette tactique va marcher, Salisbury est capturé et à ce moment-là, les Anglais commencent tous à fuir. Seul Renaud de Dammartin reste sur le champ de bataille contre l'armée française. Dans un mouvement désespéré, il va tenter de charger en direction du roi. Mais il sera rapidement neutralisé. Il n'y a donc plus d'armée en face de Philippe Auguste. Othon a du mal à rentrer chez lui, il est même obligé de se déguiser pour passer incognito et arrive à rentrer. Jean Santerre, en 1215, se verra imposer par les nobles de chez lui une charte qui va grandement réduire les pouvoirs du roi. Pour les perdants, c'est pas génial. Et c'est pas fini. Puisque la même année, Othon IV est démis de ses fonctions et on lui laisse son petit fief du Brunswick, dans lequel il va aller prendre une retraite, méritée ou pas, mais en tout cas forcée. De façon très pragmatique, cette bataille a permis à Philippe Auguste de renforcer le pouvoir royal et l'autorité royale sur le territoire français, puisqu'il a repris des territoires au roi d'Angleterre, qu'il a défendu quand même le territoire national contre des envahisseurs, que les Français qui se sont alliés à Othon et à Jean Santerre ont été évincé joyeusement, du coup il a remis la main sur ces territoires-ci. Et en plus, il s'est mis d'autant mieux avec l'Église qu'il défendait la foi chrétienne face à un païen excommunié. Après, il y a des travers romantiques dans lesquels il ne faut pas tomber. J'ai lu à plusieurs reprises sur cette bataille que c'était le jour de la naissance du sentiment national. Non, on va être clair, non. Bien entendu, c'est un moment important et c'est un événement déclencheur, j'ai envie de dire. C'est un événement qui va aider Philippe Auguste, qui tout au long de sa vie, il l'a fait avant cette bataille, comme je vous l'ai dit, il a aidé à l'expansion du pouvoir royal avant cette bataille, et tout au long de sa vie, il va le faire, il va travailler à étendre le pouvoir royal sur la France. Mais la bataille de Bouvines en elle-même n'est qu'un événement qui va l'aider, mais ça n'est pas le jour de la naissance du sentiment national. Il faut bien savoir que cette année-là, il y a des gens en France qui n'ont jamais entendu parler de la bataille. Je veux dire, en 1214-1215, après la fin de cette bataille, il y a des Français qui ne savent même pas qu'elle a eu lieu. Donc en faire le début du sentiment national français, c'est un petit peu exagéré. Donc surtout, ne cédez pas à cette tentation romantique de dire voilà, c'est le jour fondateur de l'esprit national français. C'est très joli, c'est héroïque, mais c'est surtout faux. Et surtout, ça voudrait dire que vous réduisez
le travail effectué pendant des décennies par Philippe Auguste à une bataille éclair, ce qui est quand même un peu ennuyeux et surtout un peu injuste pour ce grand roi qui est, de façon tout à fait honnête, un des rois les plus importants de l'histoire de France. Et bien voilà, c'est terminé pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Surtout, continuez à me faire des propositions. On m'a par exemple proposé de faire une série sur les philosophes. Moi, ça m'intéresse, j'espère que ça intéressera quelques personnes, parce que c'est vraiment, à mon avis, un sujet super pour faire des vidéos. Et vraiment, si vous avez des envies, n'hésitez pas, parce que si vous regardez les autres vidéos de la chaîne, ça n'est pas qu'une chaîne d'histoire. J'ai de nombreuses demandes en histoire, donc du coup, je fais de l'histoire, bien entendu. Mais vous avez de la science et vous avez pas mal d'autres choses sur cette chaîne, donc je ne me limiterai pas. Effectivement, je ne vais pas aller faire du commentaire de séries télé ou des choses comme ça, mais de la science, même des sujets sociaux, pourquoi pas parler de sujets sociaux, de l'histoire avec grand plaisir bien entendu. N'hésitez donc pas, je vous le rappelle, 50% des vidéos sur cette chaîne à partir de maintenant seront tirées de vos commentaires. Sur ce, abonnez-vous et je vous dis à très vite.